Au niveau européen. Alors, un petit mot d'exemple, parce que je pense que, étant beaucoup plus syndicaliste qu'habitué à la politique, je pense qu'il faut aussi qu'on s'inspire dans nos mouvements politiques, au niveau du Parti de gauche européen aussi, bien sûr, de ce qui se passe dans le mouvement syndical. On a l'habitude dans les mouvements, dans les organisations syndicales, en tout cas les nôtres, de discuter avec les travailleurs et de regarder et d'organiser depuis le terrain comment on peut organiser les luttes, les revendications et après de les faire monter. Donc je pense qu'au niveau politique, il faut aussi transposer ça. C'est ce qu'on a appelé dans la campagne électorale aussi la démocratie participative et essayer de travailler comme ça. Et le petit exemple européen d'ArcelorMittal, c'est que ce comité d'entreprise européen nous a permis de nous rencontrer à plusieurs organisations syndicales, toutes celles représentées dans ArcelorMittal, et nous a permis, entre autres, FGTP et CGT, de construire un comité commun, le collectif rouge, voilà, on l'a appelé comme ça, et ce qui nous a permis de pouvoir organiser quelques luttes quand même importantes sur Bruxelles. On était à l'origine et à l'organisation de quelques beaux mouvements sur Bruxelles, en poussant à l'époque la FEM à organiser ces manifestations. Et puis plus concrètement sur nos terrains, sur nos usines à nous, de faire bouger les lignes, de montrer qu'on existait, qu'on n'était plus trop concurrents, comme les patrons voulaient nous le montrer, et que quand on est capable de s'organiser ensemble à plusieurs syndicats, qu'il ne fallait pas qu'ils racontent n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, et que plutôt que d'être désunis les uns contre les autres, on avait réussi quand même à faire une unité et à empêcher un certain nombre de restructurations ou de mauvais coups nous arriver. Donc je pense que pour faire le lien avec la discussion de l'Europe, il faut aussi qu'on s'inspire de ça pour voir comment on peut construire au niveau européen ce genre de mouvement de coopération et puis faire prendre connaissance aux gens de ce qui existe et essayer de monter les rapports de force. Il n'y a pas d'autre solution. Moi, je voulais demander l'asile en Belgique, mais avec ce qui est dit, je ne vais pas le faire. Merci. Bon, vous avez la parole, celui qui veut poser une question. Oui, je voudrais revenir un peu sur ce que Philippe a dit sur la concurrence, mettre les travailleurs en concurrence. Nous, on s'est aperçu, on a eu la chance quand même de travailler au niveau de la FGTB et de la CGT là-dessus. On a réussi quand même à construire des échanges très très importants entre nos deux syndicats. Et je me souviens qu'au début, quand Aperam et surtout Aperam qui fait suite à ArcelorMittal, c'est construit, la direction nous mettait toujours en concurrence entre salariés. C'est quand même des choses qui sont extraordinaires. Parce que mettre en concurrence une usine comme Charleroi avec celle de Guenoux, c'est totalement impossible. En nous disant, Charleroi, ils sont plus performants que vous sur tel produit. Internationaux, c'est tous les gens qui sont ubérisés, si on veut dire. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a beaucoup depuis que Sarkozy a fait cette espèce de croyance qu'on va chacun être notre chef d'entreprise, des travailleurs indépendants, en fait, c'est un espèce de statut merdique. Et est-ce que les syndicats sont penchés sur ces gens-là et est-ce qu'ils ont l'idée d'aller les chercher pour recréer une force aussi de gens qui bossent aussi finalement et qui sont pas représentés en fait. Ces gens, tous ces gens dans ces groupes sont où on essaie de les organiser parce que c'est comme ça que ça marche. Il faut essayer de construire des organisations, des syndicats dans ces entreprises-là. Donc je sais que par exemple, tu parlais d'upérisation, c'est essentiellement ce qu'on a entendu à la télé ces derniers temps, c'était sur les chauffeurs de taxi, les voituriers. Et ça commence à s'organiser autour, dans notre syndicat en l'occurrence, sûrement dans d'autres aussi, mais je parle de ce que je connais. Et donc c'est aussi comme ça qu'on va faire les choses. Alors bien sûr que les fédérations, je pense qu'en Belgique c'est la même chose, les fédérations réfléchissent à tout ça. La notion de relais que tu as utilisée, Freddy, à reprise, parce que si je prends l'expérience française que je connais mieux,
que ce soit la création de la sécurité sociale, les nationalisations, le droit de vote des femmes, ça n'a pas été obtenu par, premièrement, une réclamation syndicale et deuxièmement, un relais politique. Ça a été obtenu par un travail commun entre les différents types de forces. Les programmes du CNR, alors évidemment, c'était dans des conditions tout à fait particulières, mais nous sommes dans des conditions tout à fait particulières. Moi, je crains que de marcher en deux temps, tu parlais de marcher sur deux jambes, je partage complètement, mais à condition que les deux jambes marchent en même temps. Parce que le côté, premièrement, les syndicats font la liste des réclamations, et deuxièmement, ensuite, les partis politiques prennent le relais, ça fait 40 ans qu'on perd tout ce qu'on veut. Des travailleurs. Mais nous voulons que ce soit symbiose entre les deux. Hein. Il faut des hommes politiques dans le syndicat quelque part. Voilà, c'est ça. Pour l'intervention de monsieur sur les petites entreprises et les indépendants, il faut quand même savoir que c'est une stratégie délibérée du capital. Hein. C'est pas une invention ou une évolution peut-être naturelle. Non, ils essaient de démanteler la force des travailleurs en créant donc des statuts, des sous-statuts, en coupant les entreprises en morceaux pour en faire des plus petites qui ont moins droit. Ce sont des tactiques délibérées. La seule chose qu'on peut faire, soit le mouvement syndical se battre contre soi, soit le politique légiférer. Donc on est de nouveau dans le même schéma. Hein. C'est la politique qui gère le monde. Hein. Donc il faut que la politique dise arrêtez de faire ça, j'interdis de faire ça. Voilà. Et l'exemple le plus frappant, c'est les travailleurs détachés. Après l'Europe, on tombe dessus. C'est une création d'Europe, c'est bien fait pour attaquer les travailleurs. Hein. Nous, chez nous, dans la construction, c'est une catastrophe. Progrès humain, il faut que cette revendication aboutisse, mais je sais que c'est pas simple, il ne suffit pas de le dire. Il faut une vraie entente entre tous les travailleurs européens. Déjà pour exiger ça, les libéralistes. Pourquoi? Parce que justement, la nature même de la monnaie unique, c'était pour assurer l'hégémonie et l'avantage pour l'Allemagne. Nous avons un projet qui est la folie furieuse, c'est la monnaie unique. Pour qu'une monnaie soit unique et puisse être plus ou moins logique et raisonnable, il faut que les économies soient plus ou moins semblables. Être semblable, c'est quoi en économie? C'est d'avoir des niveaux de technologie, des niveaux de compétitivité et des niveaux de productivité plus ou moins semblables. Mais si les différences sont énormes, si un salarié au Grand-Duché de Luxembourg gagne à l'heure plus ou moins 20 fois plus qu'un salarié en Bulgarie, et on fait une monnaie unique pour les deux, c'est la folie furieuse. Or, les grands créateurs de l'Union européenne ne sont pas des analphabètes. Macron, ce n'est pas du tout analphabète. On l'a vu au débat avec Marie Le Pen, comment il est connaisseur, habile, intelligent, technicien, technocrate. Tandis que l'autre, on voyait qu'il n'était pas vraiment très compétent. Donc, mais ces gens-là, avec leur intelligence, de manière délibérée, ont fait cette monnaie unique pour que les pays qui ont la technologie la plus avancée, la productivité la plus avancée, avec en plus une capacité d'exportation que les autres pays n'ont pas, parce qu'historiquement l'Allemagne était toujours très forte, à niveau, notamment dans les secteurs de la mécanique, pour l'exportation. Donc c'est un des aspects, l'idée est très belle, mais elle n'est pas faisable tant qu'on a une monnaie unique. C'est pour ça que je pense qu'une vraie politique de gauche, c'est de dire sortir et casser la monnaie unique. Mais malheureusement, même à gauche, on ne le demande pas. Déjà, l'existence d'une double monnaie commune, comme on dit, c'est-à-dire à niveau d'exportation l'euro et à niveau national, les monnaies nationales, c'est déjà mieux que la monnaie unique. Parce que ça permet de jouer avec quoi? Avec la dévaluation. Qu'est-ce que c'est la dévaluation? C'est un mécanisme en faveur de qui? En faveur de ceux qui sont endettés. Parce que la dette est très importante.
Les grands créanciers européens, c'est l'Allemagne. Nous tous, nous sommes désendettés par rapport à l'Allemagne. Si on dévalue, ça veut dire que ce qu'on va payer, c'est beaucoup moins cher que si on paye, si on ne dévalue pas. Donc tout ça sont des sujets encore très intéressants sur les politiques européennes. Et je crois que la question est vraiment pertinente, mais il faut la réfléchir dans le contexte de la réalité actuelle. Donc, un SMIC unique, c'est très joli, mais c'est pas faisable dans la réalité économique. Dans une entreprise internationale, je prends l'exemple Mittal par exemple, on a essayé d'organiser des manifestations sur des restructurations tout bêtement. Je pense que cet exemple peut se reprendre pour d'autres choses. Et c'est de la discussion, c'est du consensus, c'est ceux qui défendent un projet, qui essaient de le défendre le plus fort possible pour trouver des gens qui les soutiennent, etc. Et on arrive à un résultat. L'ubérisation, mais en l'élargissant un petit peu, parce que en fin de compte, avec l'ubérisation, c'est des nouvelles manières d'isoler les gens en leur faisant faire du travail, en les laissant dans des démarches commerciales. Mais finalement, c'est des manières qui sont aussi pas si nouvelles que ça, parce que récemment, j'étais sur une conférence avec les artisans du bâtiment. Donc les artisans, ils ne se perçoivent pas comme des travailleurs, ils ne sont pas concernés par les organisations syndicales en tant qu'artisans indépendants. Et pourtant, par exemple en France, il y a 20% des entreprises indépendantes, 20% des salariés, 20% des personnes qui font partie des catégories sociales professionnelles dites indépendantes qui sont sous le seuil de pauvreté. C'est parmi les catégories CSP les plus pauvres. C'est même la catégorie CSP la plus pauvre. Donc on voit bien qu'en fait, des statuts qui sont anciens, comme celui d'être menuisier, etc., pour reprendre les plombiers et compagnie, sont des statuts qui peuvent aussi, avec la crise, être utilisés pour fractionner les salariés, les isoler, leur donner l'impression qu'ils peuvent être à leur compte, et puis finalement les mettre dans des situations d'exploitation. Et puis en élargissant un petit peu le truc, on a à côté de ces gens qui sont des travailleurs pauvres, des artisans pauvres, ou des indépendants pauvres, pour les dire comme ça, aujourd'hui en France, plus de 5 millions de demandeurs d'emploi. Je ne sais pas où on en est en Europe, mais j'ai tendance à penser qu'on doit être vers les 25, quelque chose comme ça, 25 millions de personnes qui sont en situation. Officiel enregistré. Officiel. Ouais. Oui, officiel. Oui, on ne parle pas de ceux qui sont privés d'activité ou qui ont été sortis des stades, etc. Donc en fait, aujourd'hui, les syndicats de travailleurs, je veux dire comme ça, sont aussi confrontés à comment est-ce qu'on arrive à élargir l'alliance avec des catégories socio-professionnelles ou des personnes en situation privée d'emploi, privée pour qu'elles soient dans les luttes, parce qu'on voit bien que c'est une des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. C'est-à-dire se battre dans l'entreprise, c'est indispensable. La traduire ça en politique, dans la dimension politique, c'est indispensable. Mais comment on fait pour que les 5 millions de personnes, pour prendre des Français, 25 millions en Europe, ils aient envie de se battre aussi, qu'ils se sentent concernés, par exemple, par le mot d'ordre de la CGT des 32 heures. Je pense que c'est un des trucs auxquels on est le plus confronté aujourd'hui, sur lequel on est le plus dans l'impasse. Il y a 100 ans, c'était l'alliance des agriculteurs avec des paysans avec les ouvriers. Là, aujourd'hui, il y a vraiment besoin de créer de nouvelles alliances et puis de faire émerger des forces. Je pense en particulier à la question des précaires et des chômeurs qui sont complètement isolés et qui ne constituent absolument pas une force. Disons, voilà. Et je donne un exemple pratique. Nous, à Châtelet, on en fait, une fois, il y a un jour de grève nationale, on en fait un tract pour appeler les indépendants à nous rejoindre et dans leur ville, distribuer ça aux indépendants. Parce que le boucher du coin, il vend un steak à BFR, c'est un milliardaire de notre région. Il vend un steak à BFR, même 2 silos aussi gros que Vincent, 2 steaks par jour. Ok. Mais tous les autres steaks, ça marche là. Ce n'est pas rien nous qui faites ça. C'est nous qui faisons vivre l'indépendant. Donc nous sommes liés, on devrait être solidaires. Et ça, c'est ce qui est plus dur à créer, cette solidarité entre les petits patrons et les travailleurs. Et alors, il y a aussi, je ne sais pas comment ça va en France, les PME, les petites entreprises.
On nous rabâche tout le temps, en Wallonie, il y a 85% de PME, vive les PME, vive les PME. Oui, mais il y a 7% de grosses entreprises qui font 30% de l'emploi, et il faut me dire combien de PME travaillent pour ces grosses boîtes. Hein. Et on nous trompe. Hein. La richesse, la création de richesse, ce sont des grosses sociétés. Hein. Et la politique européenne est une politique de cingler, elle laisse partir l'industrie, elle laisse partir la création de richesse. Et c'est pas un monde de services qui va vivre, hein. Il faut créer la richesse, hein. Il faut transformer la matière, la vendre. Hein. L'européen est un animal qui marche à la tête. Hein. Voilà. La question que vous posez, l'intervention de Frédéric, c'est les projets qui sont associés à la nature même de la mondialisation. Et d'un côté, c'est transformer ce qui était l'industrie classique, et à sa place, on a lancé ce que j'appellerais l'industrie de la dette. La dette est devenue massive, la dette privée, hein, la dette de tout le monde, des ménages, des entreprises, et la dette publique. Dette privée, dette publique ont devenu une vraie industrie. Parce que maintenant, c'est les taux d'intérêt qui ont remplacé ce qu'à l'époque étaient les bénéfices qu'on tirait des taux d'échange de monnaie. À l'époque, quand on changeait un franc français contre un franc belge, contre un belge, il y avait une marge qui donnait un bénéfice. Ça a disparu avec la monnaie unique, puisqu'il n'y en a plus de changements entre les monnaies. Mais quel est le business maintenant? C'est les taux d'intérêt différents sur les dettes. Ça d'un côté. De l'autre côté, il y a un autre volet très intéressant qui c'est le projet de la disparition du travail. Avec les robots, l'ubérisation fait partie de cette nouvelle tendance. C'est qu'on va arriver à une société, et c'est pour ça qu'il y a l'importance de lutter aussi contre la mondialisation, et malheureusement, c'est aussi une des grands fonds de bataille que la gauche, à mon avis, a tendance à oublier ou à négliger. C'est que l'avenir, c'est que le travail va être limité seulement aux grosses compétences, aux gros technocrates, à ceux qui ont une grosse tête avec une quinzaine d'années d'études supérieures, etc., etc., et étant donné leur développement mental, sont indispensables à niveau top, mais c'est une petite minorité. Et dans l'autre extrême, c'est le travail méprisable, le travail pour ceux qui n'ont aucune formation, mais qui sont indispensables. Et par exemple, maintenant, c'est le business de la vieillesse. Hein? À partir des 80, 90 ans, etc., il y a des situations d'incapacité de se gérer tout seul. Et ça va être très difficile de les faire d'une manière efficace avec le robot. Il y aura toujours, ou pour prendre trier les poubelles ou des choses comme ça. Mais le travail ordinaire classique massif va être remplacé par les robots. D'où les projets des salaires universels, de la rémunération universelle, les projets de Benoît Hamon. Benoît Hamon, soi-disant de gauche, qui d'un côté soutient l'OTAN, soutient le bombardement de la Syrie, etc. Et de l'autre côté, c'est plutôt de gauche, et étant compris, c'est ce système de rémunération universelle qui signifie non seulement la disparition des travailleurs, mais aussi la disparition du syndicalisme. Parce que le moment que tous les masses des gens vont avoir un minimum pour survivre, pour qu'ils se calment, pour qu'ils ne fassent pas de révolution, il faut leur donner un minimum. Ils ne sont pas des travailleurs, il n'y aura plus de syndicats. Donc, d'où, me semble-t-il, le fait de se dire qu'il s'agit de lutter aussi contre la mondialisation et toute la philosophie qui existe derrière la mondialisation. Sur la disparition du travail, et il dit, chiffre à l'appui, que le nombre d'emplois ne disparaît pas, il se transforme. Donc globalement, il n'y a pas moins de travail,
mais il y a moins de travailleurs à contrat stable, ça oui. Les CDI, ça doit devenir réservé à une élite. Et tous les autres, c'est n'importe quoi. Hein. C'est ça qu'ils sont en train de préparer. Voilà. Et le revenu universel, en fait, c'est un piège diabolique qui présente aux travailleurs, on va te donner un revenu de, je sais pas, 600, 700 par mois, quoi. Un genre de RSA généralisé. Mais en échange, ça va faire assez que, si tu es un Américain, il va falloir prendre des assurances. Parce que l'hôpital, si on a une opération à cœur ouvert, c'est 50 000 €. Hein. Donc, on va être obligé de s'assurer. Et les assurances, c'est le marché, font de demande, les prix montent. Et on ne sait pas s'assurer, ou on s'assure pour des morceaux de maladie. Comment je fais ça? Pas de chance, on tombe sur une mauvaise maladie non assurée, on vend ta maison, on vend les gâtes dans la rue. Hein. C'est ça qui nous emmène dans le système. Et si on fait pour la boutade, s'il n'y a plus de syndicats, eh ben, il y aura beaucoup de place pour les communistes. Voilà. On parlait de la taxation des robots. Donc, il faudrait. Je pense que c'est inévitable. S'il y a un développement exponentiel des robots, il faut taxer les entreprises qui utilisent beaucoup de robots. Donc, ce qui irait après l'argent pour augmenter le pouvoir d'achat des salariés, la sécurité sociale, les caisses de retraite et tout. Je voudrais avoir votre avis là-dessus, camarade belge. On va les taxer. C'est comme si on était un robot comme ça et on devait les gifler, quoi. Mais la vraie solution pour moi, ce n'est pas taxer les robots, c'est taxer les bénéfices. Ça, c'est vraiment autre chose. Ça, c'est que si on taxe les robots, on donne à un patron les jolis prétextes qu'il attend. Parce que nous vivons une civilisation de la communication. Il va se dire, les robots, c'est un outil de travail, c'est un outil de production, on va me les taxer, alors je dois augmenter les prix de mes produits. C'est une sorte de logique très rapide qui marche chez la population. Parce que la population, il faut qu'il accepte les punitions qu'on lui donne, et ça c'est malheureusement la situation, notre population ne réagit pas, ne se révolte pas contre la quantité d'agressions que nous subissons. Mais la vraie gauche devrait dire non, on va taxer les bénéfices, on doit taxer les marges. C'est pas dans le programme La France en commun, on ne parle pas de taxer les robots. Je le dis comme ça, c'est vrai que... D'accord. Mais en réalité, je ne parle pas du programme de théorie. Non, c'est parce que voilà. C'est que... Voilà, donc pour moi, c'est les vraies attitudes de gauche, c'est lutter contre la nature même du système capitaliste, c'est lutter contre la mondialisation, c'est lutter contre... Parce que la mondialisation, c'est quoi? Je dirais, la religion de la mondialisation, si on doit la limiter à un seul mot, c'est dissoudre. Il faut tout dissoudre. Il faut dissoudre les nations. Ça, par exemple, c'est quelque chose que nous oublions aussi. Dissoudre les nations. Comme ça, on fait une supranation sur la communauté européenne. Dissoudre tout, y compris, estimons au maximum les régionalismes pour dissoudre allant du chapeau avec l'intégration, on dissout les États, nations, et à l'intérieur, on favorise tous les régionalismes possibles, de manière que les Flamands et les Wallons se posent d'un côté, les Catalans et les Irlandais, l'Italie du Sud, etc. Dissoudre tout, et dissoudre même les familles, ça c'est parti aussi pour les dissolutions, c'est-à-dire et favoriser l'individualisme. Puisque l'individualisme, c'est les meilleurs complices et compléments de la mondialisation. Et quand on parle des robots, tout ça sont des choses liées. C'est vraiment, l'agression est globale. Et je crois que nous vivons un moment particulièrement grave de l'histoire humaine. Vraiment particulièrement. Et encore qu'on n'a pas parlé des guerres, hein. Et ça sera une autre fois. Des robots, parce que depuis que je travaille, des robots, il y en a. Du moment que c'est une machine, c'est un robot, et on nous explique qu'on va remplacer de plus en plus, et on remplace de plus en plus de postes de travail par une machine, ça reste une machine. Et normalement, à une époque, il y avait une taxe qui s'appelait, je me rappelle plus comment, la taxe professionnelle, qui était un impôt sur les machines,
qu'on l'appelle dérouleuse dans notre industrie quand ça déroule des bobines, ou robot de mise en place de tel machin. Et je pense que la question, alors vue du côté syndicaliste et de la CGT, on a une proposition. C'est que s'il y a des outils qui sont mis en place pour faciliter les tâches de travail, pour améliorer les conditions de travail, pour aller plus vite, peut-être pour faire des gains de productivité, eh ben, il faut faire de la réduction du temps de travail. Par exemple, la proposition pour la CGT, c'est 32 heures de travail par semaine, pour que le travail soit partagé et pour que ces gens à qui on remplace une tâche manuelle par une tâche automatique, et ben, ils s'occupent de faire en sorte de surveiller que la tâche automatique, elle se fasse comme il faut, elle se fasse dans de bonnes conditions, ils maintiennent l'outil en état, et voilà, je pense que c'est ça. Mais alors, derrière robot, il faut faire attention, parce qu'on nous fait croire qu'on va vivre au 31e siècle avec que des machines, mais des machines dans les usines, et dans les petites boîtes, les petites PME, moi j'ai visité une petite PME à côté, là, de Lyon. Ils ont des machines ultra compétentes, mais il faut du monde autour, quoi. Elles ne marchent pas toutes seules. Voilà, donc c'est je pense que le gros souci, c'est que les hommes qui n'ont plus besoin de faire cette manœuvre à la main, et ben ils la fassent faire par le robot justement, mais qui soit là pour le manœuvrer, pour le surveiller, pour l'entretenir, etc., etc. Puis en plus, il va falloir du monde pour les construire ces machines-là. C'est encore pas tout gagné, quoi. Voilà, c'est ça. Et les chercher, les inventer, etc., etc. Dernièrement, notamment dans les dernières élections, il y a eu une progression des votes pour les partis de la gauche européenne et qui ont constitué à l'intérieur du Parlement européen ce qu'on appelle la gauche unie européenne, la GUE, qui est une association de tous les députés européens, mais qui viennent de ces partis que j'ai été mentionnés, et d'autres partis qui ne font pas partie du PGE. Il n'y a pas longtemps, par exemple, les COCUE, les partis des communistes grecs, qui ont une position qui est assez différente du Parti communiste français, ils faisaient partie aussi de la GUE. Mais récemment, pour des divergences trop importantes, le Parti des communistes grecs a décidé d'abandonner, de ne plus faire partie. Alors il faut dire qu'à niveau du Parlement européen, les interventions, l'activisme du Parti de la gauche européenne et de l'UE, dans certains aspects nécessaires et positifs, notamment en ce qui concerne les projets de guerre, les réalités des guerres qui existent, et en ce qui concerne la situation en Ukraine, par exemple, la montée du fascisme dans le gouvernement ukrainien, qui ont été dénoncés pour les partis de la gauche européenne, les défenses des populations immigrées, les soutiens aux migrants pour des crises des guerres notamment. On serait des projets aussi à niveau écologique, qui sont des projets qui vont dans le sens progressiste. Je dirais, et ça c'est à titre personnel, que ce serait même nécessaire d'aller plus fort, d'une manière un peu plus déterminée dans toutes ces batailles, notamment en ce qui concerne la complicité de l'Union européenne avec toutes les guerres qui existent. Parce que l'Union européenne essaye d'avoir l'image d'être une institution de paix et de conciliation, mais vraiment très très complice avec tous les grands crimes de guerre qui existent actuellement. À ce niveau, les partis de la gauche européenne et GUE ont des positions d'opposition, mais je serais partisan pour que leur opposition soit encore plus forte, plus radicale et plus déterminée. Mais c'est déjà ça, ça existe, et je crois qu'il faut le reconnaître et essayer que vous allez plus loin. Je ne sais pas si c'est plus ou moins répondu à ta question. Merci. Voilà, merci. Une question ? Oui, merci. Beaucoup de points ont été évoqués. J'aimerais savoir, en termes de contenu de programme, qu'est-ce que vous pourriez proposer, qu'est-ce que vous aimeriez proposer pour une construction européenne, une reconstruction européenne, en quelque sorte. On a parlé de suivi, on a parlé de plein de choses, mais vous venez de parler d'un autre aspect. Quels pourraient être encore d'autres aspects de reconstruction ? Si je dois vous répondre sincèrement, mais ça c'est personnellement, c'est pour ça que je vous pose cette question. Mais ça risque de vous choquer un peu. Et non seulement je ne suis pas pour la construction européenne, je suis pour la destruction européenne. C'est-à-dire quoi? La destruction de l'Europe qui existe.
Mais, et ça c'est un des grands sujets, parce que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Raoul Marc Génard. Ça vous dit quelque chose? C'est un grand expert des questions européennes. Hein? Il y a quelques années, il y a 6 ou 7 ans, il est venu à Bruxelles, a donné une conférence. Ça m'intéresse la question européenne. Et j'ai critiqué ses positions à lui parce qu'il était un critique de l'Union européenne, mais il disait il faut rester dans l'Union européenne, il faut rester dans la monnaie unique dans l'Europe. J'étais dans la salle comme vous, il était comme l'orateur, et de la salle, je l'ai contesté, j'ai dit je ne suis pas d'accord avec vous pour ça, la construction européenne c'est quelque chose de réactionnaire, de négatif. Moi je vous ai déjà dit tout ce que je pense de la construction européenne. Alors il m'a répondu, un peu durement, m'a dit monsieur, vos positions sont des nationalistes, c'est des positions de repli sur soi. C'est la phrase qu'il utilisait. On doit aller vers la coopération, la fraternité européenne, etc. etc. 5, 6, 7 ans après, il est revenu à Bruxelles. Je vois dans la presse qu'il va revenir. Je viens à nouveau, je dis je vais encore l'embêter. Je vais chuter dans la salle, je prends le micro et je les conteste. Il m'a reconnu. Ah, monsieur, non. Maintenant, j'ai chargé d'avis, je suis comme vous. Je pense effectivement qu'il faut sortir de l'Union monétaire, il faut sortir de la monnaie unique, il faut sortir de l'Union européenne. Ça n'a rien à voir avec le nationalisme. Je suis latino-américain d'origine, plus exactement péruvien. Et on diabolise le concept de nationalisme. Les pays les plus nationalistes au monde, c'est en même temps les pays les plus internationalistes au monde. C'est Cuba. Mais le nationalisme peut être positif. C'est-à-dire c'est simplement le respect de son pays, de son peuple qui était victime de la colonisation américaine dans tous les sens du terme. Mais quand en Afrique, Angola, il y avait le mouvement d'Agostinho Neto, des gauches révolutionnaires, des guérilleros africains, qui étaient en train de prendre les pouvoirs, de gagner la guerre en Angola. Il y a l'Afrique du Sud, qui voit ses troupes, l'Afrique du Sud de l'apartheid, pas celle de Mandela. Il avait déjà entré dans le territoire angolais, il était à 36 km de l'Ouganda. Qu'est-ce que fait Fidel Castro? Il envoie d'urgence par avion ses parachutistes, dont parmi lesquels son fils, un de ses enfants, qui tombe. Ils résistent aux Sud-Africains, ils ont fait reculer les Sud-Africains jusqu'en Afrique du Sud. Ça, c'est Cuba. En Pakistan, il y a eu les grands tremblements de terre il y a quelques années avec des milliers de morts. La Belgique, les pays ici de mes amis, a envoyé un hôpital de campagne. Cuba, beaucoup plus pauvre que la Belgique, a envoyé 30 hôpitaux. Plus un millier de médecins, la Belgique a envoyé 18, avec toute sa richesse, milliardaire, etc. Donc c'est les pays que l'internationalisme, c'est dans les faits. Les nations peuvent collaborer entre elles. S'ils ont vraiment la volonté collaborer. Pour ça, ça existe les Nations Unies. À travers les Nations Unies, on peut faire toutes les collaborations technologiques, scientifiques, humanitaires, etc. Donc, à votre question sur la Constitution européenne, la naissance même de la Constitution européenne est un projet réactionnaire. Dire que la Constitution européenne peut être réformable, je ne le crois pas. Qu'elle peut être progressiste, je ne le crois pas. Elle est née de naissance. C'est comme dire que l'OTAN ne peut pas devenir pacifiste, elle est née pour être ce qu'elle est. Et donc, de ce point de vue, j'ai un avis qui est très personnel. Et pour moi, c'est une erreur très importante de croire. Mais bon, il est là. Et s'il est là, il faut, puisqu'on est à l'intérieur, lutter à l'intérieur de manière à essayer de sortir de cette situation, qui est pour moi une situation qui handicape l'ensemble de la gauche. Je m'excuse, tu as posé une question provocatrice, j'ai répondu sincèrement, c'est un avis personnel. Ici, à ce sujet-là, il y a la théorie de dire on va modifier les textes
liste des traités européens. Oh, quand l'Angleterre a fait son Brexit, Jean-Claude Juncker a redit et redit, il est hors de question de changer une ligne du traité européen. Et chez nous, le PS, les écolos, surtout les écolos, j'ai négocié avec eux à un moment donné, ils disaient, oui, on va signer le TSCG, le dernier traité, traité de stabilité de gouvernance, là. On va signer, c'est pour pouvoir être intégré et pouvoir modifier les textes. C'est un mensonge. Ils ne peuvent pas changer les textes. À la marge des trucs, à la marge comme le dossier étal. Mais à la marge, vraiment, le core business ne bouge pas. Voilà. Et, je ne sais pas comment ça, vous connaissez ça en France, mais nous, en Belgique, nous sommes, je veux dire, massacrés pour le TSCG. Hein. Les règles du TSCG, c'est des règles impératives, obligées. Et si on ne les respecte pas, on vous sanctionne. Hein. Et le gouvernement belge n'arrive pas à respecter les normes du TSCG. Alors, il est obligé de faire des gestes par rapport à la Commission européenne qui tape sur la table. Et ces gestes, ce sont des mesures structurelles. Exemple, il y a eu la campagne électorale de 2014, tous les partis ont fait leur pub, et quand on a installé le gouvernement, ils sont venus avec la mesure sur la montée de l'âge de la pension. Aucun parti n'a parlé de ça. Et puis ça rien, ça. Parce qu'on ne sait pas respecter les chiffres du TSCG, c'est-à-dire l'endettement annuel. Et je ne sais pas comment vous savez ça, mais en Belgique, nous avons une énorme dette par rapport à l'État. Et dans le TSCG, il est écrit noir sur blanc, remboursement de 40% de la dette en 20 ans. Non seulement nous n'avons encore rien réduit à le monde, parce que avec les mesures d'austérité, c'est pire en pire, il y a de plus en plus de chômeurs, les gens ont plus d'argent, ça rentre plus dans les caisses, donc c'est de pire en pire. Et l'Union européenne est déjà revenue plusieurs fois à chercher. À un moment donné, elle va vraiment tomber sur la table et on va devoir commencer réellement à rembourser cette dette. Eh bien, on va être saigné à blanc. Alors, pour terminer cette affaire-là, il suffit de voir ce qui s'est passé en Grèce. Hein. C'est ça l'Europe. Demain, c'est pour nous. Nous sommes dans un mode grec lent, mais nous allons y arriver. Voilà. Je voudrais vous parler du rôle de l'ONU. Il me semble que l'ONU est réduit à sa plus simple expression. Et c'est un organisme démocratique mondial. Il peut jouer un grand rôle pour faire régner la justice dans le monde, lutter contre les guerres. Et pour ça, il faudrait que tout le monde se désolidarise de l'OTAN. L'OTAN, c'est quand même un chemin de bataille des USA. Il faut qu'on en sorte, à mon avis, pour qu'on arrive à faire monter la paix dans le monde. Quoi. Parce que c'est l'OTAN qui décide de frapper, d'envoyer ses forces pour frapper dans les pays pauvres, les pays en guerre. Donc il faut cesser cette politique. Tout à fait d'accord avec toi. Je vous ai dit que je suis péruvien. Et un compatriote à moi, Javier Pérez de Cuellar, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, était secrétaire général des Nations Unies. Et je l'ai rencontré, il me disait qu'aux Nations Unies, le pouvoir américain est devenu définitif une fois que les Nations Unies ont acheté Kofi Annan. Kofi Annan et les Coréens, comment ça s'appelle, Ban Ki-moon, qui sont des agents américains, mais totaux, incroyables, et qui sont financés par les États-Unis, qui travaillent directement avec les CIA, les dernières indépendantes étaient Boutros Boutros-Ghali avec Pérez de Cuellar, justement. Après, c'est totalement, notamment dans la guerre de Serbie, de Yougoslavie, etc. C'est là que Pérez de Cuellar m'a dit, les moments qu'on mettait Milosevic au tribunal de justice, je lui ai posé la question, est-ce que vous êtes d'accord que Milosevic soit puni
il m'a répondu, si quelqu'un devait être puni, c'est Genscher, qui était le ministre des Affaires étrangères d'Allemagne. C'est lui qui organisait le démantèlement de Yougoslavie. Milosevic, c'est le prétexte. Milosevic était simplement un patriote serbe qui avait des orientations socialistes, qui voulait garder son pays. Et maintenant, il y a 5-6 mois, dans le tribunal de la Haye, on vient de découvrir que Milosevic n'était pas du tout le responsable de tous les crimes qu'on accusait. Et on l'a fait mourir en cellule parce qu'il allait continuer à dévoiler toutes les vérités. Et malheureusement, ici, encore une fois, la gauche était absente. Et ça me fait la peine de voir que, par exemple, dans les questions internationales, tous les discours de Marine Le Pen, y compris par rapport à l'Union européenne, par l'euro, etc., y compris pour les guerres, pour la Syrie, par exemple, ce qui se passe, ça me fait la peine qu'il soit elle qui sorte ces trucs-là, parce que vraiment, ce qui se passe en Syrie, mais ça c'est un autre sujet, excusez-moi, je ne vais pas en parler, mais vraiment, la quantité de mensonges, de manipulations, c'est scandaleux, quoi. Et là, nous, on se laisse embobiner. C'est pour ça l'urgence, que nous tous, nous documenter, nous étudier. Ma manie à moi, c'est inciter à tous les gens à se documenter, à lire, à passer pas tout le monde de temps dans les Facebook, dans la TV, etc., de lire. Si vous êtes vraiment de gauche, il faut se réarmer. Et nous vivons une époque où l'arme, c'est la connaissance. Ce n'est plus la barricade, malheureusement. C'est la connaissance. Et voilà, si je peux vous dire quelque chose, c'est ça. Allons vers la connaissance. Mais moi, je voudrais, vu qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, revenir un tout petit peu en arrière sur la question de l'Europe. Non pas que je la défende du tout, mais je crains que ça serve de paravent. Les Anglais sont sortis, ça leur fait une belle jambe. Hein, les chômeurs britanniques sont toujours chômeurs. Il n'y a rien qui change. Donc le problème, c'est est-ce que c'est l'Europe ou est-ce que c'est le capitalisme? Oui, mais c'est pas la même chose. Parce que je t'entendais faire une petite remarque. Tout à l'heure, tu disais, je comprends, il faut taxer les bénéfices. Il ne faut pas les taxer, il faut les prendre. Ouais, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire, c'est pas du tout pareil d'essayer d'aménager un système qui ne tolère plus l'aménagement. On n'est plus en 45. Il n'acceptera plus l'aménagement. Pour des tas de raisons, c'est un peu long là. Mais parce que, justement, quand ils disent le coût du travail, il faut former des salariés. Avant, un ouvrier, il sortait de l'école à 14 ans. Aujourd'hui, il a un bac pro. Ça se paye pas pareil, et il y a 4 années d'études à payer. Hein? Avant, des capitalistes achetaient une machine en 1900, ils mouraient de vieillesse, les successeurs continuent avec la même machine. Aujourd'hui, vous avez un ordinateur ou un robot qui a 7 ans d'âge, il est obsolète, il faut le renouveler. Avant, les salariés, ils étaient complètement assujettis à la machine. Maintenant, ils s'aperçoivent, c'est ce qu'ils appellent dans leur langage le management ou les compétences, ou l'employabilité, qu'il faut que les salariés puissent faire preuve d'initiative. Ah oui, mais pas trop. Alors il faut que le salarié, c'est une contradiction insoluble. Il faut que le salarié, il prenne des initiatives, mais pas qu'il réclame un salaire. Qu'il prenne des initiatives, mais qu'il ne se mêle pas de ce que devient l'entreprise. C'est insoluble. Donc, tant qu'on ne met pas en cause le système, on est un peu comme les hamsters dans la cage. Vous savez, on s'agite beaucoup, la cage tourne, et puis on revient à la case départ. Donc, je crois que c'est plutôt ça qui prend le pouvoir sur les leviers de l'économie. Est-ce que c'est pas l'enjeu des luttes aujourd'hui? Alors, j'ai une réponse simple. Moi, personnellement, j'ai pas envie d'une plus grosse part du gâteau, et j'ai envie de prendre toute la boulangerie. Voilà, c'est comme ça qu'il faut qu'on y voit. Si on n'y voit pas comme ça, c'est sûr qu'au bout d'un moment, on va pas y arriver. Je voulais faire un petit complément tout à l'heure sur les syndicats européens. J'ai oublié de dire, sur l'ensemble des adhérents, c'est une adhésion volontaire aussi, donc à la CES ou à la... C'est-à-dire que les organisations syndicales décident si elles veulent se joindre à cette organisation ou pas. C'est pas, voilà, c'était pour certains qui n'y sont pas parce qu'ils veulent pas y être, tout simplement. Voilà, je pense que nous pouvons remercier nos camarades, à moins que vous y ajoutez quelque chose, parce que je crois qu'ils nous ont fait une prestation super. Je vous remercie. Et si Vladimir veut vous dire un dernier mot de conclusion. Oui, tu
ton collègue là derrière m'a posé la question, il faut taxer les robots. Taxer les robots, je dis, il faut taxer les bénéfices. Ce n'est pas pour ça que j'ai un désaccord avec toi. Au contraire, il faut prendre les bénéfices. Le communisme, c'est ça. C'est la disparition des bénéfices. C'est la masse. Mais, par contre, tu as bien dit, il ne faut pas combattre l'ignorance, l'Union européenne combattre le capitalisme. L'Union européenne, c'est l'instrument du capitalisme. Donc c'est en tant qu'instrument. Il faut casser l'instrument pour pouvoir casser le capitalisme. Il faut casser la monnaie unique qui est l'instrument de l'Allemagne. Il faut les casser. Ce n'est pas pour ça qu'on arrive tout de suite au communisme. On avait au moins fait un grand dommage à l'adversaire, à l'ennemi. Je vous remercie beaucoup. C'était très chouette cette commission. Je suis très content d'avoir été avec vous. Et à nouveau, notre bataille, c'est nous documenter et chaque fois plus en force pour combattre le capitalisme. Merci beaucoup. Et lire le drapeau rouge. Et lire le drapeau rouge. Pas seulement le lire, ça coûte 1 € si vous voulez collaborer avec les petits journaux du Parti communiste de Belgique. Excusez-moi, je suis le rédacteur en chef, mais en même temps, je m'occupe un peu de marketing, tout ça. Merci beaucoup, c'est gentil.